Oh oh oh, joyeux Noël les amis, ou plutôt, joyeuse fête comme on doit dire maintenant à cause de tout ce wokisme. Mais on dit bonne année là, c'est passé Noël. Qu'ai-je donc dans ma hotte de sociologue aujourd'hui? Oh, un sujet sur la méthodologie en sciences sociales, c'est donc ça la magie de Noël. De la nouvelle année. On se donne du mal pour rendre le sujet sexy, mais vous inquiétez pas, ça va être très bien, c'est vraiment super la méthodologie. Oh oh oh, de l'épistémologie, j'en ai l'eau à la bouche. Ça y est, lévrier. J'ai essayé de comprendre le phénomène de l'intérieur en retournant à la fac, en allant dans des groupes de parole, des manifestations, faire des actions. Elle, c'est Nora Bussini, elle est journaliste pour Le Point et Franc-Tireur, des magazines qu'on pourrait qualifier de... C'est des magazines, il y a des articles dedans. Pas besoin d'en dire plus, on peut passer à la suite, je vous remercie. Et Nora Bussini, elle a fait une enquête qui est sortie en septembre 2023 dans un livre qui s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs. C'est une enquête en immersion sous une fausse identité durant 1 an dans des milieux militants, dits woke. Vêtue de sa meilleure perruque rose, elle a donc infiltré les milieux woke, mais que n'y a-t-elle pas découvert? Eh bien, elle a découvert tout un tas de choses, notamment que chez les woke, on fait des réunions en non-mixité, on se cancelle les uns les autres, on se diagnostique des maladies psy tout seul. Et la conclusion de Nora Bussini, c'est de dire que les woke, ils sont sectaires et intolérants, alors que eux, ils disent que eux, ils sont tolérants. Des conclusions qui en disent long. Et voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Oui, c'est les vacances, on travaille plus là. Mais non, en fait, c'était une feinte. Si on n'a pas envie de travailler, c'est à cause du capitalisme. En fait, aujourd'hui, on va vous parler de la méthode de travail en sociologie et notamment d'une de ces méthodes qu'on appelle l'enquête de terrain. Je vous invite avec insistance à aller sur le terrain. La sociologie n'est pas une science de laboratoire. Et oui, la sociologie étudie la société et on peut pas encore reproduire la société en laboratoire. Et en conséquence, le sociologue doit enquêter dans ce lieu mystérieux, inconnu des chroniqueurs de CNews, le monde réel. C'est pas possible! Allez, on change de conversation. C'est moi le chef. Bon alors, qu'est-ce que l'enquête en sociologie? Pourquoi on fait ça? Et pourquoi le livre Les Nouveaux Inquisiteurs ne s'inscrit pas du tout, mais alors pas du tout dans cette démarche? Tu l'as lu? Bah non, pourquoi faire? Énormément de travaux de sociologues s'appuient sur des enquêtes. Les chercheurs se confrontent à leur objet d'étude, ils vont observer des gens dans leur environnement social en immersion, et ça demande parfois un très grand niveau d'investissement. Une des dernières enquêtes sociologiques qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est celle d'Alizée Delpierre sur le travail des domestiques, et pour réaliser cette enquête, elle a dû elle-même se faire embaucher dans ses familles. Ce milieu des domestiques est un milieu assez impénétrable quand même, puisque c'est tout un, si vous l'expliquez très bien, tout un système de réseau, et puis le milieu de ces super riches dont on parlera, on peut parler de leur sociologie aussi, est tout aussi impénétrable. Et vous, avec vous êtes la petite souris, quoi. Et vous y allez quand même. C'est le rôle de la sociologue, d'être la petite souris, comme le dit Denis Robert, fondateur du Média Blast. Soutenez-nous financièrement. C'est subtil. Je demande l'argent, voilà. Dans une enquête, la sociologue donne de sa personne. Elle vit les expériences sociales qu'elle étudie pour mieux les comprendre. On vous a parlé de servir les riches, mais des enquêtes en immersion en sociologie, il y en a plein, et depuis longtemps. On vous a trouvé un autre exemple, Romain Pudal, sociologue et chargé de recherche au CNRS, qui a aussi été pompier volontaire pendant 15 ans et qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce métier. 80% des pompiers en France font les pompiers, plus un métier, ou leurs études, ou sont au chômage. Il a vraiment été pompier et en même temps, il a vraiment été sociologue. Il s'est servi de son expérience personnelle pour enquêter sur ce milieu. Autre exemple, Loïc Vacan qui s'est mis à boxer et à se faire boxer dans les années 80 à Chicago pour travailler sur le monde de la boxe. Et donc nous sommes rentrés, nous sommes allés dans l'arrière-salle où il y avait le vieux coach Didi. Et donc il nous demande qu'est-ce que vous venez faire? Et bon, il fallait pas être grand sociologue pour comprendre tout de suite que la seule chose qu'il y avait à faire dans une salle de boxe, c'était d'apprendre à boxer. Et donc je m'entends littéralement lui dire, je voudrais apprendre à boxer. Et donc chose que j'avais absolument pas l'intention de faire, mais... Et donc, est-ce qu'il prend pas des bandelettes et il me dit tends tes mains, et il me bande les mains, et il me dit maintenant va sur le parquet et fais comme les autres. Allez, un troisième exemple. Non mais je pense que là les gens ont compris l'idée, on pourrait... Damien Cartron a publié un article scientifique, Le sociologue pris en sandwich, dans lequel il revient sur son expérience en tant qu'employé dans un fast-food. Il explique comment il s'est retrouvé pris au piège dans les mécaniques managériales de l'entreprise. Bon, on vous a donné plein d'exemples, mais il y en a encore plein d'autres dans des contextes très différents. Comme les très célèbres Michel et Monique Pinson-Charlot qui ont pendant très longtemps étudié les énormes richoux. On est tous les deux sociologues, directeurs de recherche au CNRS, et on fait actuellement une recherche qui sera publiée aux éditions du Seuil sur la défense des belles choses et surtout des beaux espaces, aussi bien à la campagne qu'à la ville.
Mais ça, aller sur le terrain, ça se fait pas n'importe comment. Bah oui, il faut pouvoir en tirer un travail de sociologue, un travail scientifique. Comment chez Alizé Delpierre on passe de « j'ai fait du babysitting chez des énormes bourges » à 900 pages de thèse et un livre qui revient sur les rapports de pouvoir dans la haute bourgeoisie. Et c'est là qu'il faut qu'on vous parle de la méthode des sociologues. Parce qu'il suffit pas d'aller sur le terrain, de dire « oh, ils sont cons, c'est woke », d'en faire un bouquin et de venir en parler sur Le Point, par exemple. Toute ressemblance avec des bouquins ayant réellement existé est purement fortuite. On les a pas lus de toute façon. Ce qui distingue le sociologue dans sa démarche, c'est premièrement qu'il essaye d'enquêter avec un minimum de préjugés. Dès lors que les gens se donnent des objets d'étude et qu'ils les étudient de manière non normative, c'est-à-dire la question c'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon, ça doit être comme ça ne doit pas être comme ça, mais dire c'est comme ça fonctionne comme ça, et pourquoi ça fonctionne comme ça, étant donné l'histoire de cet objet, étant donné les contraintes qui l'entourent, etc., etc. À partir du moment où on fait ça, on fait œuvre de science. Lui, c'est le sociologue Bernard Lahire. Il a publié des travaux sur les inégalités scolaires, mais aussi sur la méthode sociologique. Et là, il est invité de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, une longue interview dans laquelle il explique pourquoi la sociologie est une science. Et l'argument qu'il donne dans l'extrait, c'est que quelqu'un qui prétend décrire le réel, il doit essayer de le faire sans jugement. Oui, par exemple, appeler son bouquin Les Nouveaux Inquisiteurs, c'est un jugement. Mais on dit pas que c'est facile de pas juger, hein. Au contraire, on est forcément influencé par son terrain. Quand on fait ce type d'enquête, c'est vrai que cette empathie formidable qui nous lie, parce que Monique de Rothschild, ça fait depuis 1990, donc 1990, ça fait 16 ans qu'on travaille avec elle. Et donc, j'étais fatiguée, tellement je trouve que c'est dur à gérer sans arrêt. Ces gens qui me sont sympathiques, profondément sympathiques, c'est pas toujours le cas, hein, mais là, oui. Et puis, après, le boulot qu'on fait de sociologue... Là, Monique Pinson-Charlot évoque la difficulté de concilier l'analyse sociologique et ses relations personnelles. Son but scientifique, c'est de dévoiler les enjeux de pouvoir dans des milieux très privilégiés. Mais à titre personnel, elle a aussi de la sympathie pour certaines personnes sur lesquelles elle travaille. Et ça, c'est compliqué humainement. Alors que là... on est des fauchetons, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors ces sentiments, ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est ce qu'on appelle des biais. Et pour faire un travail scientifique, il faut en avoir conscience pour les décortiquer et essayer de s'en éloigner. Oui, c'est pour ça que dans la plupart des travaux de sociologie, vous avez des passages entiers qui sont dédiés au rapport au terrain, à la réalisation de l'enquête. C'est un genre d'introspection du sociologue, si vous voulez. Un exemple au hasard, vous allez enquêter sur le monde de la chasse. À la chasse, on ne tue pas les animaux. On les prélève, on les régule. Et le soir, on les bouffe. Mais vous êtes végane et sensible à la cause animale. Bon, ça, il faudra l'évoquer dans votre travail et expliquer comment ça peut affecter votre jugement. Et c'est pas facile comme exercice. Il faut ajouter à ça que votre terrain peut aussi vous influencer. Est-ce que vous vous souvenez du sociologue pris en sandwich, notre chercheur qui bosse dans un fast-food ? En se faisant embaucher comme équipier, il s'est retrouvé pris au jeu de l'optimisation de la production. Et ça, il le raconte dans son travail. Relever le défi, tenir un poste seul, sans aide, durant tout un rush, ce qui paraissait inaccessible les premiers jours est particulièrement satisfaisant. Compter après chaque rush le nombre de panières de pain Mac faites en 2 heures et constater qu'il a réussi à en faire 300 ou 400 apporte une réelle satisfaction à l'équipier. L'ambiance de défi relevé entre jeunes apporte ces petites satisfactions que j'étais loin d'imaginer avant de commencer l'observation. Bon, le sociologue, il est sur le terrain, il est conscient de ses biais, c'est bien, mais ça suffit pas à en faire un travail scientifique. Oui, à ce moment-là, on pourrait se demander ce qui distingue le sociologue d'un bon travail de journaliste. Ce qui nous distingue d'eux, c'est qu'on a des cadres théoriques. Et que ça, ces cadres théoriques évoluent en fonction d'une accumulation des travaux qui sont issus de ces traditions théoriques sociologiques. Merci Bernard pour la réponse. Et oui, les sociologues, ils fonctionnent avec des cadres théoriques, des systèmes de pensée, bref, des grilles d'analyse. On pourrait vous citer certaines de ces grilles d'analyse, mais je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Oui, la sociologie pragmatique, l'individualisme méthodologique, l'interactionnisme symbolique, le fonctionnalisme, tout ça quoi. Bref, ça vous avance pas trop tous ces noms-là, mais si vous voulez un bon exemple d'un cadre théorique, n'hésitez pas à aller regarder notre précédente vidéo sur Bourdieu. Donc le sociologue, il arrive sur le terrain avec son autocritique et son cadre théorique. Ok, mais il travaille comment ? Il faut avoir des matériaux empiriques qui permettent de s'affronter à la réalité. Ces matériaux, ils peuvent être de première main ou de seconde main, d'observation directe ou d'entretien, questionnaires, données statistiques produites par des enquêtes d'État, etc. Peu importe. Là, on est dans le très concret. Le sociologue, quand il va enquêter chez les riches ou dans un fast-food, il va devoir prendre des notes, consigner ses observations. Tout ça, il doit le faire en gardant en tête qu'il a des biais, donc en ayant conscience de ses biais et en utilisant ses outils théoriques, oubliez pas.
Et l'observation, c'est ce qui va permettre par exemple à Alizée Delpierre de consigner de manière très précise la journée harassante d'une domestique. Mon carnet de terrain comporte beaucoup d'autres détails sur les efforts physiques de Mariana pendant ses journées de travail. Elle fait sans cesse des va-et-vient dans tout l'appartement, piétine et ne s'assoit jamais, même pour manger. Elle porte beaucoup de charges lourdes, paniers de vêtements, aspirateurs, escabeaux, poubelles, caisses de produits ménagers, marmites, tables, chaises, fauteuils, tapis. Cette observation, très détaillée, elle permet à Alizée Delpierre d'appuyer avec des faits concrets l'idée de la pénibilité de ses métiers. Évidemment, les sociologues doivent multiplier les observations. On ne tire pas de conclusion générale à partir d'une seule observation. Et on ne tire pas non plus de conclusion générale à partir seulement d'observations. Le sociologue a encore plus d'un tour dans sa besace, dans sa hotte de sociologue. Et notamment le cauchemar des étudiants en sociologie, l'entretien. Désolé, on a piqué le jingle à une autre chaîne YouTube qui parle de sociaux, mais bon, on le trouvait groovy et entraînant. L'entretien sociologique, c'est une autre méthode qui permet de récolter des informations et qui est complémentaire de l'observation. Attention, hein, l'entretien, c'est pas juste tailler le bout de gras avec Jean-Mi, comme on dit. On dit ça en quelle année ? L'entretien sociologique, il a une méthode. C'est un moment d'échange institué destiné à obtenir des informations sur un thème précisément défini par l'enquêteur, et c'est ce dernier, l'enquêteur, qui conduit l'entretien. Son but est d'obtenir des informations valables et précises sur chacun des aspects du thème qu'il souhaite aborder. C'est un exercice assez difficile. Imaginez ça comme une conversation préparée pendant laquelle vous devez être attentif à chacun des mots et à chacun des comportements de votre interlocuteur. Ouais, normalement, dans une vraie conversation, on n'écoute pas autant. Écoutez-moi, vous m'écoutez pas! Vous m'écoutez pas, putain! Écoutez-moi un peu! Dans un entretien de sociaux, on prépare des thèmes à aborder et puis on a des techniques de relance. On a aussi des techniques pour mettre à l'aise l'interlocuteur. Bref, c'est une méthode de recherche qui demande des compétences et de l'entraînement. Les qualités indispensables de l'enquêteur sont donc le contact facile et l'écoute non jugeante, la réceptivité, l'attention, la discrétion et la neutralité. Et n'oubliez pas, en plus, la sociologue doit toujours faire avec ses biais et avoir conscience des rapports de domination. Ici, on a le cas d'un entretien des Pinson-Charlot avec le comte du duc de je sais pas quoi. Je suis Olivier de Rohan-Chabot et je porte le titre familial de vicomte de Rohan, qui est le fils c'est le deuxième fils du duc. Bon, là, le rapport de domination, le rapport de classe, il est assez évident. Mais la question se pose plus souvent dans l'autre sens. En fait, quand on enquête sur les milieux populaires, il y a le risque pour le sociologue d'avoir une position surplombante. C'est des questions qu'a dû se poser Benoît Coquart en s'entretenant avec des jeunes ruraux des territoires en déclin, lui qui revenait de la ville, son diplôme de socio en poche. Parce que ces biais-là, ils peuvent fausser l'entretien. Le risque, c'est que le sociologue plaque sa grille de lecture sur l'enquêté sans se mettre à sa place. Mais c'est pas terminé, parce que si vous arrivez à peu près correctement au bout de votre entretien, qui dure en général 1 ou 2 heures, mais ça peut être plus long, et ben après, vous devez le retranscrire. Écrire chaque mot. Et même faire des descriptions des comportements de votre enquêté. C'est une étape super fastidieuse. Moi, j'en suis encore traumatisé. Mais c'est utile. Ensuite, ces retranscriptions, vous pouvez en utiliser des bouts pour appuyer votre travail. Alizée Delpierre, elle le fait beaucoup. Ça lui permet, par exemple, de connaître le sentiment des employeurs sur le fait d'avoir des domestiques. Vous y êtes quand même habitué ? Il faut bien, mais à l'époque, c'était un peu un choc. J'étais figée, je ne savais pas donner des ordres. Et surtout, je n'étais pas très sereine chez moi. Une impression d'être envahie chez moi, d'être épiée. Ce genre d'éléments, on ne pourrait pas les obtenir juste avec de l'observation. Là, l'entretien permet de connaître le sentiment des employeurs qu'ils ont quand ils embauchent des nouveaux domestiques. C'est un exemple très concret de ce à quoi peut servir un entretien. Et quand vous avez 5 personnes qui ne se connaissent pas, qui vont dire 5 fois la même chose en entretien, bah ça, c'est significatif. Ces 2 éléments, l'observation et l'entretien sociologique, vont être à la base de ce qu'on appelle la méthode de sociologie qualitative. C'est-à-dire qu'on va avoir peu d'objets d'études en quantité, mais qu'on va les étudier avec des outils qui permettent de le faire de manière approfondie. L'autre méthode de la sociologie, c'est celle qu'on appelle la sociologie quantitative. Celle avec les chiffres, là. 3 plus 3 plus 12 est égal à 18. Les quantitativistes, comme on les appelle aussi, ils vont utiliser des méthodes qui vous sont peut-être un peu plus familières. Oui, ça va être par exemple des questionnaires qui vont être envoyés à beaucoup de monde. Ça peut être des statistiques qui sont très utilisées en sociaux. On vous donne un exemple dans notre dernière vidéo avec les travaux sur le mariage. Regardez ce tableau à double entrée qui vient d'une enquête emploi réalisée en 2011. Il y a une surreprésentation des mariages au sein des mêmes classes sociales. Si vous avez déjà subi une terrible enquête INSEE obligatoire, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Moi, le mec de l'INSEE, il était venu chez moi et il avait pris une bière dans mon frigo. C'est une vraie anecdote. En gros, l'enquêteur, il vient chez vous et il vous pose des questions fermées avec des réponses précises. Et ils font ça sur un échantillon représentatif de la population, mais c'est quand même beaucoup de monde. Oui, puis ça peut être fait au téléphone aussi. J'en ai marre qu'on m'appelle pour les conneries. Mais les sociologues d'une université, en général, ils n'ont pas les moyens d'un institut de sondage. Oui, les universités, elles ont déjà à peine les moyens de payer les gens qui y travaillent, donc bon.
Bon, au final, il n'y a pas de vraie opposition entre les deux méthodes. Il est possible d'avoir des règles générales en utilisant des statistiques qu'on pourra ensuite appuyer avec des observations qualitatives. Oui, chacun va combiner les méthodes en fonction de son terrain et en fonction des moyens qu'il a à sa disposition. Oui, certains adorent s'enfermer dans des archives pendant des heures et d'autres vont faire une observation participante du Black Bloc en se prenant des lacrymos dans la tronche. On n'a pas la même socio, mais on a la même passion. J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Bon, résumé de 3/4 de vidéo. Les méthodes pour faire de la sociologie sont très diverses. Mais dans ce qu'on appelle la sociologie qualitative, on utilise surtout l'entretien sociologique et l'observation. L'entretien sociologique, c'est pas une conversation, c'est un échange contrôlé, préparé et analysé. Et dans ce qu'on appelle la sociologie quantitative, on va plutôt utiliser par exemple des questionnaires ou encore des statistiques. Mais ces deux méthodes ne sont pas exclusives et les sociologues vont adapter leur méthodologie en fonction du contexte et de leurs contraintes. Bon, je crois qu'il est temps d'aller vers la conclusion. Jingle conclusion. Mais on n'a pas de jingle conclusion. Ah mais je me débrouille pas mal en effet visuel. Attends, je vais bricoler un truc sur une musique libre de droit. Ouais, on va laisser les graphistes faire les effets visuels à l'avenir, hein, d'accord ? Ça marche. N'oubliez pas de donner à Blast. Alors, qu'est-ce qui fait de la sociologie une science ? Bon, en vous donnant toutes ces méthodes d'enquête, on espère au moins vous avoir donné quelques éléments de réponse. Mais vous avez peut-être encore des objections, c'est vrai que la portée scientifique de la sociologie, elle reste en débat, même chez les sociologues. Bernard Lahire, par exemple, lui, il estime que c'est encore une science jeune, mais il pense qu'à terme, on pourra dégager des lois générales de sociologie, un peu comme la gravité en physique. D'autres pensent qu'on ne le pourra jamais, c'est le cas par exemple de Jean-Claude Passeron. Et pour Passeron, cette absence d'universalité n'est pas temporaire, elle n'est pas la conséquence de la jeunesse des sciences sociales. Elle est au contraire constitutive de ces sciences, car ce qu'il nous dit, c'est que le propre des théories en sciences sociales, c'est d'être toujours dépendant d'un moment historique et social précis. Et si on rejoint ce que dit Passeron, ça veut dire que ce qui permet d'avoir une connaissance scientifique du monde, c'est l'accumulation de connaissances dans des contextes différents. Bon, en tout cas, retenez que malgré ces débats, la sociologie, elle utilise des vraies méthodes qui sont, elles, bien scientifiques et qui demandent une certaine rigueur. Et il y a une autre difficulté pour les sociologues, parce que je sais pas si vous le savez, mais on vit tous dans une société. Bon, c'est facile de se dire, moi je peux donner mon avis, je peux faire de la sociologie, parce que moi aussi j'habite dans une société. Pourtant, on se prétend pas aussi facilement médecin alors que tout le monde a un corps. Donc retenez bien tout ce qu'on vous disait sur la méthodologie, sur les outils de recherche et surtout sur les qualités qu'on attend d'un chercheur ou d'une chercheuse. Il faut avoir cette culture théorique et méthodologique que je viens d'évoquer, mais il faut aussi avoir des compétences relationnelles pour prendre des contacts dans la réalité sociale, avoir de bons informateurs, être accepté par un groupe lorsqu'on veut faire une enquête, savoir faire un bon entretien. Il faut ajouter à ça la neutralité qui fait que Michel et Monique Pinson-Charlot n'ont pas titré leur livre « Pourquoi les Bourges sont tous des gros cons ». Quand Nora Bussini a infiltré les milieux woke, c'est probable qu'elle avait déjà une idée en tête, elle savait ce qu'elle allait écrire. Son livre est le récit d'une expérience personnelle dont elle tire des conclusions générales sur les milieux militants d'extrême gauche. Un sociologue qui aurait fait le même travail, il aurait fait des recherches sur la non-mixité, sur les conflits, les relations interpersonnelles entre les militants et militantes. Bref, un travail de sociologue serait allé au-delà des apparences, d'un vécu personnel ou d'une vague idée générale. Autre différence, les sociologues, dans la majorité des cas, ils ne pratiquent pas l'infiltration. Ils sont transparents avec leurs enquêtés. C'est une pratique qui permet de créer un lien de confiance avec les gens et éventuellement de poursuivre un travail d'enquête sur le long terme. Les sociologues, contrairement aux journalistes, ils ont du temps. Les Pinson-Charlot, ils ont travaillé 10 ans sur la haute société avant de sortir leur premier livre, dont le vrai titre est « Voyage en grande bourgeoisie ». Bernard Lahire, pour son ouvrage collectif de plus de 1000 pages « Enfance de classe de l'inégalité parmi les enfants », a pu interroger pendant 4 ans 35 enfants issus de divers milieux sociaux. Et tout ce travail-là, c'est ce qui distingue la sociologie de quelqu'un qui donne simplement son avis sur la société, ou qui raconte une expérience personnelle. Et une expérience personnelle, c'est très intéressant, c'est pas du tout perdu, mais c'est juste pas un travail scientifique. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'est le métier de sociologue. Et peut-être que ça vous aura donné envie de lire de la sociologie, hein. Tout le monde n'est pas Bourdieu, certains ouvrages sont très accessibles, comme celui-ci. Et peut-être qu'elle vous aura donné envie de devenir sociologue, ce qui vous condamne probablement à une vie de précarité, à la recherche de financements qui n'arriveront jamais. Et maintenant, je suis sur YouTube. On vous souhaite le meilleur pour 2025. Je sais pas si François Bayrou est toujours là, peut-être pas. J'espère que vous avez apprécié les vœux de Macron. C'est pas si simple 2025, les amis. Moi, je vous invite à donner de l'argent à Blast. Pourquoi ? Ils enquêtent sur moi. Mais je suis pour la liberté de la presse. C'est important. C'est pour l'immersion. Oh putain, mais... Sur les outils, j'ai oublié, oui, outils de recherche, c'est bon, ça rentre. Et c'est des questions qu'a dû se poser Benoît Coquart. En s'entretenant. Bon, salut. La bonne année, encore une fois. Il leur a dit bon salut. Christmas song, sing, sing, sing.